vidéo consacrée à la République française de l'entre-deux-guerres, donc 1919-1939. Et on va voir dans un premier temps la période qu'on a appelée les années folles, c'est-à-dire de 1919 en gros à 1929-1930. Alors, pourquoi les années folles? Parce que ce sont des années d'insouciance pour les Français et où la France vit dans l'ivresse de sa victoire sur l'Allemagne, d'accord, puisque la France a gagné la Première Guerre mondiale, et que le slogan de l'époque est assez simple: l'Allemagne va payer. Si on a des problèmes, c'est l'Allemagne qui paiera pour la reconstruction, pour la remise en ordre du pays. Et donc, la France connaît l'ivresse des vainqueurs qui ne voient pas encore venir les dangers futurs. Alors, il y a tout de même deux passions qui travaillent la France à cette époque-là. C'est d'une part la peur du bolchevisme, parce que la révolution russe s'est installée donc, et a créé l'URSS. À partir de 1922, officiellement, les communistes contrôlent toute la Russie qui est devenue l'URSS. Et on a peur d'une contagion. Donc ça va faire effectivement quand même, ça va travailler l'opinion publique et surtout le pacifisme. Les Français, comme tous les Européens, mais les Français particulièrement, sont traumatisés par la guerre et ne veulent plus de guerre, à aucun prix. C'est vraiment le mot d'ordre. Tout sauf la guerre. Et vous verrez que ça aura des conséquences dans les années 30. Sur le plan politique, la révolution russe a posé un problème aux partis de gauche, notamment à ce qu'on appelle la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui était grosso modo le parti qui unifiait, qui était le parti unique de la gauche. C'est-à-dire que tous les hommes politiques de gauche adhéraient à ce parti qui avait été fondé au XIXe siècle et qui cherchait à faire une révolution mondiale, à instaurer le socialisme. Or, le socialisme, officiellement, il a été instauré en URSS puisque Lénine a fait la révolution. Et la question qui va se poser pour les socialistes français, c'est de savoir s'il faut s'aligner sur Lénine ou s'il faut garder son indépendance. Est-ce que le modèle, c'est la Russie des soviets, ou bien est-ce qu'on va éviter de faire une révolution violente et qu'on transformera la société en faisant des réformes, c'est-à-dire en gagnant des élections, en votant des lois, bref, pacifiquement. Et le parti, la SFIO, va se casser en fait en 1920, lors de ce qu'on va faire un congrès à Tours. Et vous avez la majorité de la SFIO qui va se séparer d'une minorité. Et la majorité va fonder le Parti communiste français. Et donc elle va rejoindre, si vous voulez, le camp le Parti communiste russe et le camp de Lénine. Et elle va dire voilà, on est aligné, on est allié avec Lénine. Et vous avez une minorité qui va garder le nom de la SFIO, qui sera l'ancêtre du Parti socialiste actuel, qui est mené par Léon Blum, et qui dit non, on refuse d'adhérer à la Troisième Internationale, c'est-à-dire l'organisation communiste internationale fondée par Lénine. On veut garder notre indépendance. On n'est pas ennemi de la Russie, mais il est hors de question qu'on fasse un coup d'État, qu'on proclame des soviets ou qu'on prenne modèle sur les Russes. On transformera la société et on établira le socialisme et l'égalité des hommes par des réformes. Donc vous avez une cassure dans la gauche, et en fait, les deux se regardent en chien de faïence pendant toutes les années 20, c'est-à-dire qu'ils sont divisés, ils refusent de s'allier. En gros, les communistes regardent les socialistes comme étant des traîtres et des faux révolutionnaires, et les socialistes regardent les communistes comme des extrémistes. Bon, c'est quelque chose qui peut nous rappeler, bien des choses dans l'actualité. Autre problème qui va frapper la France à partir de la fin des années 20, très important, la crise économique de 1929 qui a éclaté aux États-Unis, qui a désintégré l'économie allemande et qui a précipité l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, cette crise économique, elle va frapper la France à partir de 1931-1932, et le nombre de chômeurs va littéralement exploser, comme vous le voyez là. Les chômeurs manifestent, on a des grèves pour ceux qui travaillent, parce que la vie est de plus en plus dure, et pour les pauvres, je vous ai dit dans un cours précédent, à l'époque, si vous n'avez pas de quoi travailler, vous n'avez pas d'aide, c'est-à-dire que vous êtes réduit à la soupe populaire, il faut aller mendier votre repas dans les organismes de charité publique. Cette misère, elle va renforcer, alors d'une part, vous verrez le Parti communiste et la gauche, mais elle va aussi créer un climat de défiance vis-à-vis de la République, et elle va renforcer ce qu'on a appelé les ligues. Alors les ligues, ce sont des organisations d'extrême droite, d'accord, qui sont nationalistes, qui ont des sympathies pour le fascisme italien, pas pour le national-socialisme allemand, parce que l'Allemagne reste l'ennemi,
peu près tout le monde est anti-allemand, sauf une minorité. Les gens voient le fascisme italien avec une certaine bienveillance et considèrent que si la France est menacée par les communistes, vous voyez ici, par une révolution, ou que la France est dans la misère, qu'il y a des grèves, etc., etc. Bref, toutes les difficultés, la République et les hommes politiques n'arrivent pas à les résoudre. Et donc ces ligues, elles disent ce qu'il faut, c'est en gros une cure d'autorité à la France et un régime fasciste serait souhaitable. Et elles s'en prennent tout particulièrement aux députés et à l'Assemblée nationale, parce que le député des années 20-30 est perçu comme étant corrompu, comme étant un menteur. C'est tous les reproches qu'on fait toujours aux hommes politiques. Savoir, on leur a toujours reproché la même chose. Ils font pas ce qu'ils disent, ils nous écoutent pas, ils sont nuls, etc., etc. Et là, ça se traduit vraiment par une haine absolue des députés, du Parlement, de l'Assemblée nationale et de la démocratie. Et finalement, le modèle pour ces ligues, c'est le fascisme italien. Cette haine de la République et du régime parlementaire, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Les ligues vont se renforcer et en 1934, le 6 février, il y a une grande manifestation à Paris. Elle défile dans Paris, ces ligues, et certains groupes vont tenter d'attaquer l'Assemblée nationale et de faire un coup d'État. La police va tirer, il y aura des morts, ça va être une nuit d'affrontement extrêmement violent. Et le lendemain, vous avez une partie de la France qui considère qu'on a été à deux doigts d'un coup d'État fasciste et qui appelle à la grève, d'accord? Donc ça va être la gauche. Et à droite, on va accuser le gouvernement d'être un gouvernement d'assassin qui a fait tirer sur le peuple, etc. Et vraiment, on est à une période de tension où droite et gauche s'opposent dans la rue. On a peur d'un coup d'État un peu à l'italienne. Vous souvenez-vous, Mussolini s'était emparé du pouvoir. Hein. Et la gauche décide de mettre en place une stratégie d'union. C'est-à-dire que le Parti communiste et le Parti socialiste, les deux là, ils disent on arrête avec nos divisions, le danger est beaucoup trop grand, et il faut qu'on fasse un front commun contre le fascisme. Il va y avoir une grande manifestation les 9 et 10 février, donc quelques jours après le 6 février 34. À la base, il y a deux cortèges, d'accord? Chacun part d'un endroit et défile séparément. Et au bout d'un moment, les deux cortèges, parce que les militants vont se retrouver, les gens qui défilent vont dire « C'est idiot qu'on défile séparément, nous gens de gauche, on doit s'unir. » Et à la fin, les deux cortèges vont en faire plus qu'un. Et les partis de gauche, communistes et partis socialistes, vont s'allier avec le centre-gauche, qu'on appelle les radicaux. Face à la menace fasciste, ils vont dire voilà, il faut qu'on forme un front populaire, c'est-à-dire on s'allie, et il faut qu'on gagne les prochaines élections pour faire les réformes qui vont permettre à la France d'aller mieux, et pour résoudre, à la fois pour lutter contre la menace fasciste en France, ce risque de l'extrême droite violente, et en même temps pour lutter contre la misère ouvrière. Voilà, je vous laisse noter tout ça, et je vous remercie.